Quel âge avez-vous? Les atomes qui sont en vous ont plus de 13 milliards d'années. L'ADN qui est dans vos cellules descend en droite ligne d'un organisme apparu il y a près de 4 milliards d'années. Mais cette merveille qu'est votre corps, ces milliards de composants qui vous permettent de me comprendre, tout cela, si tout se passe demain comme aujourd'hui, disparaîtra très probablement avant la fin de ce siècle. Certains, si, comme moi, vous avez 55 ans, donc si vous avez 55 ans, en un certain sens, vous avez beaucoup de chance. Durant près de 200 000 ans, avant les villes, avant les civilisations, quasiment personne n'atteignait l'âge de 50 ans. Mais en un autre sens, vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance parce que vivre 2 fois plus longtemps qu'auparavant, c'est insuffisant, c'est largement insuffisant pour s'aimer, pour s'entraider, pour découvrir le monde. Et certains pensent que d'ici 40 ans, d'ici 30 ans, d'ici même peut-être 20 ans, nous pourrions mettre fin aux maladies liées au vieillissement. Est-ce que c'est de l'égoïsme? Certainement pas. C'est une forme de solidarité envers les personnes les plus âgées, d'abord. Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est un rêve? Oui, c'est un rêve, mais nous vivons des temps de rêves qui deviennent réalité. Comment pouvons-nous arriver à lutter contre les maladies liées au vieillissement? Il y a d'abord les produits. La metformine, la rapamycine, la très classique aspirine, lorsqu'on les donne à des souris qui avancent en âge en laboratoire ou à des personnes qui avancent en âge, elles permettent de gagner des années de vie pour les êtres humains. Et des chercheurs, des milliers de chercheurs de par le monde tentent de découvrir d'autres substances, d'autres composants pour aller plus loin. Il y a ensuite les thérapies géniques. Vous connaissez très probablement la technologie de type CRISPR-Cas9, tout ce qui permet de changer le patrimoine génétique des générations à venir et même de nos cellules, nos patrimoines génétiques à nous. Et pour illustrer combien c'est une source d'espoir, je voudrais vous présenter 2 caméléons de la grande île de Madagascar, Kalumna parsoni et Furcifer labordi. Kalumna parsoni vit sa vie de caméléon durant une période qui peut durer 5 à 10 ans, à gauche. Furcifer labordi, lui, c'est le vertébré terrestre à la vie la plus courte du monde. Il naît, grandit, se reproduit et puis meurt de vieillesse, même dans des circonstances idéales, en nettement moins de 6 mois. Cela veut dire qu'avec des patrimoines, ces 2 organismes ont des patrimoines génétiques proches, en ne changeant pas tellement dans le patrimoine génétique, nous pourrions gagner beaucoup d'années de vie. Il y a des baleines qui peuvent vivre 2 siècles, il y a des espèces de requins qui vivent 400-500 ans probablement, et puis, plus loin de nous, des arbres qui peuvent vivre pendant des millénaires. Est-ce qu'il est envisageable vraiment de vaincre le vieillissement? Très probablement. Le vieillissement est cependant quelque chose d'extrêmement complexe. Vous avez le schéma de ce qu'on sait aujourd'hui, en 2016, et on ne sait pas tout. Donc c'est complexe. Mais l'humanité est faite de franchissements de frontières. Ce qu'on croyait jusqu'ici impossible devient possible. Je voudrais vous donner un exemple d'il y a un peu plus d'1 siècle. Le vol, le plus lourd que l'air. 1896, Lord Kelvin, le grand Lord Kelvin, inventeur du degré Kelvin, déclarait qu'il n'avait pas le moindre espoir, la moindre molécule, disait-il, d'espoir par rapport à l'aviation en dehors des montgolfières. L'humanité est faite de dépassements, par exemple aussi, entre 1957, premier objet dans l'espace, premier Soyouz, et 1969, premier être humain sur la Lune, 12 ans seulement. C'est tellement extraordinaire qu'encore aujourd'hui, des gens pensent que ça n'est pas vrai. Il faudrait un changement de paradigme, se rendre compte que nous ne devons plus nous attaquer aux maladies
l'une par une, mais à l'ensemble du processus de vieillissement. Pour cela, des investissements privés, des investissements surtout publics, par la solidarité pour les personnes âgées sont nécessaires, et aussi nous pourrons nous servir de l'intelligence artificielle. Être humain aujourd'hui, c'est savoir que l'intelligence, disons, mécanique pourra un jour peut-être nous dépasser dans presque tous les domaines. Cela comprend des aspects très risqués, dangereux, je ne vais pas m'étendre ici, mais c'est aussi une source d'espoir tout à fait considérable, et si nous nous en servons pour les recherches en matière de vie plus longue en bonne santé, cela remonte considérablement les chances que cela nous soit utile pour permettre de simuler des expériences sur des cellules, sur des animaux de laboratoire, même sur des êtres humains, et surtout pour mieux comprendre le cerveau de l'humain et les maladies neurodégénératives qui sont une cause majeure de décès dû au vieillissement. Mais certains d'entre vous se diront, mais finalement, pourquoi vivre beaucoup plus longtemps? À quoi ça sert? Alors d'abord, aujourd'hui, nous ne mourrons quasiment plus lorsque nous avons une maladie que de maladies liées au vieillissement. C'est 7 décès sur 10, 110 000 personnes vont décéder aujourd'hui. Dans le monde, c'est 90% des décès dans un pays comme la France. Et donc, si vous considérez comme moi qu'il n'y a rien de plus important que le droit à la vie humaine, et que c'est la condition de tous les autres droits, ben, il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de permettre de sauver des vies par ce biais-là, puisque c'est statistiquement le plus important. Alors, bon, moi, je voudrais vivre 3 siècles au moins pour pouvoir faire un exposé comme celui-ci dans plusieurs langues, et puis voire même sans accent belge. Bon, mais il y a également des raisons de solidarité, des raisons sociales, des raisons collectives. D'abord, l'environnement. Si les femmes et les hommes savent qu'ils vont pouvoir vivre pendant des siècles, qu'ils ne vont plus mourir de vieillissement, s'ils savent cela, ils seront beaucoup plus prudents par rapport à leur planète. Parce que pour pouvoir avoir un corps durable pendant une longue durée, il vous faut une planète durable également. Mais il y a aussi, encore plus important, la question de la violence, et la question de la violence liée à ce qu'on appelle parfois la démocratisation de la violence. Le fait que, suite au progrès technologique, il devient de plus en plus facile, malheureusement, de se tuer les uns les autres. Par rapport à ça, un aspect, c'est de rendre l'être humain plus résilient, plus solide, plus résistant. Et donc, dans un monde futur, nous pouvons imaginer que nous arriverons à ce que la vie humaine, parce qu'elle devient presque sans limitation de durée, nous pouvons imaginer que la vie humaine, que tuer quelqu'un, ce ne sera plus seulement accélérer son décès, mais ce sera vraiment un acte totalement inimaginable. Ce serait plus seulement inacceptable, ce serait inimaginable, impensable de mettre fin à une vie. Alors, j'ai parlé des thérapies géniques, j'ai parlé également des produits. Je n'ai pas encore parlé des nanotechnologies parmi les pistes possibles pour une vie beaucoup plus longue en bonne santé. Il y a aussi les sénolytiques, il y a aussi la parabiose, les microchirurgies, les imprimantes médicales 3D. Toutes ces recherches peuvent être combinées, ça c'est important à dire également. Toutes ces recherches, certains diront, ça va nous rendre moins humains. Ça va nous changer. Oui, ça va nous changer de l'intérieur, mais ça va nous changer de l'intérieur pour nous rendre en fait plus humains de l'extérieur, nous rendre plus humains plus longtemps. Et donc, j'en arrive à quand allons-nous commencer? Quand allons-nous commencer à lutter contre l'ensemble des maladies liées au vieillissement? Eh bien, par rapport à cela, en fait, la raison pour laquelle vous, probablement,
vous vous dites, oui, finalement, ça n'est pas tellement une bonne idée, c'est parce que la mort par vieillissement aujourd'hui, enfin, d'abord, la mort par vieillissement aujourd'hui, c'est quelque chose qu'en réalité, vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi si vous pouviez le lui éviter, même pas à votre belle-mère. Mais vous n'avez pas le choix. Vous allez mourir sans progrès technologique. Vous n'avez pas le choix. Et donc, que fait l'esprit humain, cette merveille qu'est notre cerveau, par rapport à quelque chose qui est à la fois insoutenable et inévitable? Il le transforme de manière inconsciente en quelque chose de positif, en quelque chose de beau, en quelque chose une belle mort, un renouvellement des générations. Mais en fait, tout ça est faux. La belle mort de vieillesse, c'est dans les films, quasiment uniquement dans les films. Et peut-être que la mort par vieillesse pourrait rejoindre la peste, le choléra, la mort des enfants parmi les inventions de la nature dont nous ne voulons plus. Il y a des belles inventions de la nature, mais il y a des inventions de la nature dont nous pouvons petit à petit nous débarrasser. Et nous sommes de plus en plus nombreux à faire un rêve que, un jour, dans un futur pas tellement éloigné, dans un monde pas tellement différent du nôtre, les femmes et les hommes se retourneront vers aujourd'hui. Ils se retourneront et ils diront, en ce début du XXIe siècle, cela ne fut pas facile de lutter pour une vie en bonne santé beaucoup plus longue, cela ne fut pas facile médicalement, scientifiquement, techniquement, mais cela ne fut pas facile non plus socialement, parce qu'il y avait tout cet aspect inconscient d'acceptation. Ce ne fut pas facile, mais ils le réalisèrent. Il était une fois un monde dans lequel il n'était plus seulement obligatoire de chercher à mourir dans la dignité, mais il devint possible de vivre beaucoup plus longtemps dans la dignité.